Nous sommes reconnaissantes de vous compter parmi nos auditeurs et auditrices. Afin que l'expérience soit la plus agréable pour vous, n'oubliez pas que les points de vue exprimés dans ce podcast n'engagent que celui ou celle qui les tient. Persuadés que les discussions les plus enrichissantes sont celles durant lesquelles nous acceptons d'exposer nos réalités au risque de ne pas être d'accord, n'hésitez surtout pas à nous partager vos avis, vos points de vue. Ils seront toujours bien reçus tant qu'ils sont faits avec bienveillance et respect. Les Jooms vous souhaitent une bonne écoute. Hello à tous et à toutes, bienvenue dans le Jooms Podcast, un podcast de 5 femmes de la même famille qui ont décidé d'aborder des sujets de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on va parler de sexualité. En notre compagnie, on a une super amie de notre famille qui s'appelle Maïté, qui est sophrologue et qui est également la cofondatrice du centre de flottaison Meizo, qui est à Paris et également à Lyon. Maïté, bienvenue au Jooms Podcast. Merci de m'accueillir, surtout pour un sujet aussi intéressant. Moi je suis une femme comme toutes les femmes sur mon chemin d'apprentissage. La sophrologie c'est un outil qui permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe entre les pensées, les émotions, le corps. Je pense que ça peut bien se goupiller sur un sujet aussi riche et passionnant que la sexualité. Mais je suis ravie de partager aussi ce moment entre sœurs avec vous. Tout à l'heure, avant de commencer, Maïté nous a fait une petite session sophro et un exercice qui était assez intéressant. Les filles, quand on pense à la sexualité, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ? Amour. Plaisir. Être à deux, partager. Désir. J'allais le dire. Et toi, Maïté ? En fait, c'est un mix, c'est plus en fait, des sensations et des couleurs qu'un mot. C'est plus des sensations, en fait. C'est même pas des images, c'est des sensations. Ce serait quoi les sensations ? Des trucs chauds, doux, en mouvement. Pendant ce temps-là, en fait, Maïté fait une petite danse. Pour toi, Maïli, le terme sexualité, qu'est-ce que ça t'évoque comme mot ? Le terme sexualité, c'est un terme relativement vaste. Je disais tout à l'heure, émotion, c'est l'essence. Ça touche le goût, ça touche le toucher. Maëri, t'as été perturbée par le goût. En fait, c'est très drôle parce que je me dis, je suis en train de parler de sexe avec ma mère. Donc, c'est pour ça, mais vas-y. Non. Pas de discussion, mais en fait, la sexualité en Afrique, à mon époque, qui n'est pas si lointaine, c'était des sujets tabous, en fait. C'est qu'on n'en parle pas, on en parle à demi-mot. Surtout par rapport aux jeunes filles. Beaucoup de choses sont découvertes entre copines, au lycée. C'est pas des sujets dont on parle avec ses parents, notamment avec sa mère ou avec sa grand-mère. Mais c'est des sujets sur lesquels il y a une sorte d'omerta. Et voilà, on te prévient sur des choses, des risques, sans te dire pourquoi et comment. Non, c'est pas des sujets abordés à mon époque avec ma mère, notamment. Du coup, comment est-ce que tu as fait pour te construire une sexualité saine, épanouie ? Moi, je pense que les copines ont joué un rôle relativement, je dirais pas important, mais bon, on parlait de sexualité entre copines. C'était surtout des peurs de tomber enceinte. Il faut dire de tomber enceinte parce qu'à partir du moment où tu avais tes règles, tu étais susceptible de tomber enceinte. Donc c'était beaucoup de peurs liées à partir du moment où tu as une relation sexuelle avec un homme, tu risques de tomber enceinte. Donc, la sexualité c'était pas présenté comme une sorte d'épanouissement de la femme, mais plutôt comme une sorte de frein, parce que le risque de tomber enceinte, ça supposait qu'à l'époque, c'était toute une honte, parce que tu discréditais ta famille. Ta famille, c'était la honte. Beaucoup de jeunes filles ont dû se faire avorter à l'époque dans des conditions épouvantables. Certaines ont laissé la vie, donc la sexualité était un peu compliquée, vraiment. Du coup, quel est ton rapport avec la transmission à tes filles sur le sujet de la sexualité ? Est-ce que tu avais une stratégie particulière quand tu nous as eus ? Je suppose que ça a dû évoluer entre Sandra, qui arrivait en première, puis Liliane, moi, puis Clémence.
Quel était ton rapport avec ça? Enfin, c'est à vous de me dire. Je sais pas si, Les filles voulaient peut-être... Mais c'est vrai, je ne sais pas si j'ai eu des discussions concernant la sexualité avec vous. Je n'ai pas de souvenir qu'on se soit posé. Peut-être avec Clément, j'ai commencé à en parler un petit peu. Mais voilà, pour moi, c'était des sujets assez personnels. Et comme on était entré dans une phase où il y avait Internet, où c'était plus ou moins, comment dire, la possibilité d'aborder ces sujets était beaucoup plus ouvert qu'à mon époque. Et je pense pas avoir eu des discussions concernant la sexualité avec mes filles, à mon grand dommage aujourd'hui. Non, mais effectivement, je te confirme, nous n'avons pas parlé de sexe. On n'a jamais parlé de sexualité, je crois. Non, jamais. Non, je n'ai pas de souvenir. Et voilà, clairement, comme tu l'as bien dit, effectivement, c'était se débrouiller un peu par soi-même pour comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, la construction, on ne sait pas vraiment comment se fait la construction, étant donné qu'on n'a pas la base. Parce que quand on arrive dans ça, on ne connaît rien, que ce soit la fille ou le garçon. On ne connaît absolument rien et on doit se débrouiller avec ce qu'on a éventuellement vu ou appris ou entendu ou, par rapport aux copines qui en parlent. Et en fait, alors, avec le recul, je comprends la position parce que on t'en a pas parlé à toi-même. Donc, comment tu voulais transmettre à tes enfants ce que toi tu n'avais pas eu par rapport à ta mère ou ta grand-mère qui n'en avait pas parlé avec toi. Je comprends dans l'état dans lequel tu pouvais être et te dire qu'à un moment donné, comme toi tu t'es débrouillé aussi, que nous on allait aussi bien se débrouiller seuls, quoi. Et on s'est bien débrouillé. Valérie nous donnera des détails tout à l'heure. Croustillant, ne quittez pas. Et donc, je trouve ça, en fait, le fait maintenant de comprendre ça et de se dire, en tant que femme, moi qui ai une petite fille de 5 ans, je me dis, en fait, j'aimerais qu'elle vienne me poser des questions. Et je me dis qu'en tant que maman, je me dois de lui expliquer un certain nombre de choses. Au-delà du fait de pouvoir tomber enceinte quand tu as des rapports sexuels, mais peut-être de m'instruire moi pour mieux lui expliquer à elle. Et pas forcément attendre qu'elle vienne me poser des questions parce que, comme tu l'as dit aussi très bien, le sexe c'est un peu tabou. C'est quelque chose qui est peut-être considéré parfois comme sale ou mauvais, alors que c'est complètement naturel et que aujourd'hui on est toutes là parce que quelqu'un a eu un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre. Soyons clairs. Donc à un moment donné, je comprends pas en fait que le sexe soit quelque chose de tellement tabou qu'on puisse pas en parler à ses enfants et leur expliquer le pourquoi du comment. Même en termes je dirais en termes, par exemple. Moi, à la maison, j'ai pas de problématique à me balader de nu. Enfin, voilà, ça me semble logique et normal parce que, à un moment donné dans la vie, tu vas rencontrer d'autres gens et tu vas savoir que l'anatomie de la femme, c'est ça. Oui, elle a des seins, oui, elle a un pipi, oui, elle a des fesses. Un pipi, un zizi, ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'idée étant que l'enfant apprenne le plus rapidement possible la différence entre une femme et un homme et qu'il comprenne que... quand il va tomber en face d'un homme ou une femme en fonction de ses orientations sexuelles, qu'il ne soit pas surpris par la chose. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir en parler. Alors, pas dès le plus jeune âge, parce que si elle me pose des questions, je vais lui répondre, mais quand elle sera adolescente, etc., j'aimerais quand même pouvoir aborder ce genre de sujet avec elle. Toi, Maïté, comment ça s'est passé, ton éducation sexuelle, par exemple, ton rapport avec ta mère, ou comment elle s'est faite ? Justement, par rapport à ce que disait Liliane, que tu as une petite fille de 5 ans, je pense que la sexualité, elle démarre très 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 tôt. Tu comprends très rapidement ce que c'est que le plaisir, tu peux découvrir même très rapidement ce que c'est que l'orgasme, ça dépend des enfants. Et du coup, moi je pense que l'apprentissage de la sexualité, ça commence d'abord seul en fait, avec découverte de son corps. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans telle posture ? Qu'est-ce qui se passe quand je vois telles images ? Du coup, moi mon apprentissage était plutôt avec moi-même. Ma mère était hyper pudique, mon père aussi. Je les vois se renvoyer la balle quand je disais « C'est quoi un clitoris ?» Demande à ta mère. Je sais plus, je pense que je vais avoir 8 ou 10 ans. Donc en fait, moi j'ai pas eu de réponse de mes parents, du tout. Mais j'ai eu plein de réponses de mes grandes cousines, qui étaient un peu les grandes sœurs, de mon grand frère aussi, qui se sentait investi que sa petite sœur soit pas larguée. Donc voilà, apprentissage plus par les gens de mon âge ou légèrement plus grands. Toi, Clémence, alors, c'est la dernière... Moi, je suis pas sûre d'avoir de souvenirs.
Et après, je sais pas de quelle période tu parles. Mais quand on vivait ensemble, du moins, j'ai pas de souvenir d'avoir eu de conversation sur la sexualité en général. Ça me dit rien, donc dis-moi si je me trompe. Période récente. Période récente, donc oui, ok. En effet. Mais sinon, du coup, quand on a vécu ensemble, non, on n'a pas eu spécialement de conversation dessus. Après, nous, ça s'est aussi beaucoup fait dans notre génération par rapport à ce que les gens te racontent. Donc, l'apprentissage des termes, ça s'est fait par rapport au ragot que les gens racontaient sur les gens, qu'on se dit. Après, la recherche, c'est personnel. J'ai toujours été quelqu'un d'assez curieux, donc je suis allée regarder moi-même, en fait. Et après, au début, c'était un peu une honte. Ça a toujours été un sujet tabou. Donc, je me suis dit, voilà, si on me voit en train de regarder ou de me documenter dessus directement, on va penser que... Quand tu dis regarder quoi, c'est par rapport à du porno, c'est des choses comme ça? Non, pas spécialement porno, mais déjà l'anatomie en elle-même, genre comment j'étais constituée, ce qu'il y a à l'intérieur, comment tu peux y intégrer du plaisir, plus cette partie-là avant d'aller sur la pornographie. Donc, plus Internet, parce qu'en cours, on n'en parlait pas. Je crois que j'ai un flash où on a eu un cours d'éducation sexuelle, mais ça n'existe pas, ça, si? Si, ça existe. À Notre-Dame-de-Paris? En France, ouais, je il crois me pas. semble. Si. Mais j'étais déjà... D'anatomie ou pas, mais pas de... Oui, mais ça, bon, en ça France, virait en à mode, ça, en fait. Voilà. Non, mais on te dit voilà comment ton cycle fonctionne, et encore, tu vois. Mais si, attendez, vous vous rappelez pas, il y avait les dessins des trompes et tout, mais si, on l'a vu en SVT. Pas le cycle menstruel, Ah je suis ouais, non, désolée, pas cycle moi, menstruel. Jamais de la vie. On voit la reproduction, en fait. Oui, voilà. Mais de Mais manière... c'est hyper général. Donc, non, les autres et le Internet, moi, personnellement. Et toi, Sandra? Sujet hyper tabou. Genre, jamais je serais allée demander à ma mère comment on fait l'amour. En fait, c'était moi. Déjà, j'étais un garçon dans ma tête. Donc, j'avais un rapport avec la féminité compliqué. Donc, déjà, ça, je pense que ça m'a pas du tout emmenée. J'avais des problèmes d'identité, en fait. Et mon premier rapport sexuel, c'est hyper tard. Je devais avoir 20 ans, peut-être. Ouais, par rapport à la moyenne. Oui, par rapport à la moyenne. Non, mais par rapport à mes copines, clairement. J'avais des copines qui avaient déjà fait au lycée et tout. J'étais complètement... 20 ans, c'était genre... Oh là là, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, ma fille? Tu t'es perdue en route? Excuse-moi de te couper. Là, tu parles carrément de pression sociale en te disant qu'en gros, t'as pas fait suffisamment tôt Bien sûr. l'amour suffisamment tôt. C'est quand même compliqué, quoi. Ah oui, non, mais moi, j'avais des copines, je me souviens bien, je vais pas citer leur nom. Et non, elles étaient vraiment dans un rapport avec les hommes qui étaient... moi, je me disais, c'est pas moi, en fait. C'est pas pour moi. Et elles étaient très libres et débridées. Et je pense que c'est un truc d'éducation. C'est pas... Mais moi, je voyais ça vraiment comme... c'est pas bien ce qu'elles font. Va des rétros, Satanas! Ouais, c'est pas bien ce qu'elles font. Bon, moi, j'étais en plus d'une période où j'allais beaucoup à l'église et tout. Bon, bref. Non, mais c'est vrai en plus. J'allais à l'église tous les samedis soirs. Ton rapport à la religion, tu penses que ça a eu un impact sur ton rapport à la sexualité? Oui, il y avait un truc hyper sacré, quoi. Pour moi, on se marie, on reste vierge, on se marie, on fait des enfants, on couche avec son mari. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, en vrai. On fait des enfants et tout, et on a un seul mec, quoi. Ouais, donc, et c'est ce que j'ai fait, en vrai. Je me suis mariée avec le premier homme avec qui j'ai fait l'amour. Ah, spill the tea, baby! Donc, non, on n'en a pas parlé, et... Comment j'ai fait? Je crois qu'il y avait quand même les films porno. Alors, pour la petite histoire... Révélation. Non, mais un jour, on était dans notre maison familiale, et... Oh my God, is she really gonna do that? Non, mais I don't know, mais yeah. Et en fait, j'ai trouvé... À l'époque, c'était sur des cassettes... Il y a des VHS. On a toutes vu ces cassettes. Et donc, du coup, j'ai vu une cassette, il y avait un nom un peu bizarre dessus, donc je l'ai mise. Et je sais qu'il y avait toutes nos cousines, tout le monde était là. Et en fait, je mets la cassette dans le truc, et ça lance le film, et on dit comme ça. Et toi, t'es en train de cuisiner, en fait. Et il y avait quelqu'un qui surveillait la porte pour pas que tu passes. Oh my... Et tous les enfants étaient en train de regarder et tout comme ça. Et c'était notre premier film pornographique. Tous ensemble. Ouais, tous les cousins et tout, c'était n'importe quoi. Enfin, ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Mais ça restait quand même très étrange. Je comprenais pas trop le concept. Mais bon, aujourd'hui, par contre, j'explique très librement ça à mes enfants.
Donc mon fils, je crois qu'il y a 4-5 ans, il m'a non, vers 3 ans, je crois. Il m'a dit, oui, mon zizi, il gonfle, maman, etc. Et je lui ai dit, bon, mais clairement, ça s'appelle une érection, tu peux toucher ton zizi. Enfin, j'avais un truc vraiment... Enfin, l'histoire de ma vie a fait que j'arrive à me débrider là-dessus. Honnêtement, je pense que j'aurais esquivé le truc si j'avais été une autre personnalité. Mais là, je lui ai dit, écoute, voilà, c'est une érection, tu peux toucher le zizi, évite de le faire devant les gens parce que ça peut être mal. Voilà, mais voilà. Tu peux te faire. Je vais pas dire, ah, c'est sale et tout. Je me suis dit, mais attends, si je dis ça, en fait, c'est foutu. J'avais lu un livre, en fait, sur le truc qui disait que voilà, il faut pas commencer à mettre vous mettez des barrières, en fait. Si la maman dit à l'enfant que se toucher le zizi, c'est sale, alors là, c'est un truc qui va rester jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Et mes filles, pareil, elles me disent, ah, maman, je me suis touché le zizi, je peux toucher mon pipi, ou bref, je sais plus comment elle me disait ça. Et je dis, bah oui. Donc, Shaina était morte de rire, genre... C'est Tayana qui posait la question, parce que Tayana, elle est très... Libre. Ah oui, genre, elle arrive au supermarché, elle enlève son truc, j'ai chaud. Non, tu ne peux pas faire ça, il y a des gens qui te regardent. Donc il faut arriver et en même temps à leur donner un rapport sain avec leur corps. Et en même temps, tu disais effectivement que c'est pas facile de donner de donner des informations quand on n'en a pas reçues. Moi, je pense pas avoir vraiment reçu d'informations là-dessus. Par contre, je me suis documentée pour pouvoir répondre aux questions des enfants et leur donner des éléments pour pas qu'ils soient bloqués, quoi, sexuellement. Moi, je sais que le premier rapport, je pense, à la sexualité, vraiment, ça a été... en fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est D-Fool sur Skyrock. Clairement. Parce que je dormais souvent avec toi, Sandra, et t'écoutais ça le soir, 21h minuit, D-Fool, Romano sur Skyrock, et ça parlait vraiment... C'était pas docteur avec plutôt Max, non Max, si, c'était peut-être Max sur Fun Radio. Max et docteur, truc là. Ouais, en tout cas des émissions où t'entends caca, pipi, prout, pénétration, levrette, enfin des trucs vraiment où toi, en tant qu'enfant, tu sais qu'il se passe un truc que tu comprends pas. Et tu comprends pas en fait ce qui se passe, mais tu sais que c'est sexuel en fait. Donc ça a été la première chose. Et ensuite, oui, tu tombes forcément sur des images, sur le film du dimanche soir sur Canal+, je crois, encrypté samedi, excuse-moi. Il y avait des abonnés. Donc voilà, après il y a bien évidemment les conversations avec les copines, entre celles qui ont déjà eu des rapports sexuels très tôt, en tout cas par rapport à mon expérience au lycée, et donc voilà, on en parle, et en même temps on en parle sans vraiment en parler parce que t'as pas spécialement envie de dire que toi, déjà... Embrasser, est-ce que tu l'as déjà fait? Not really. Et ensuite, malheureusement, parce que je me rends compte que c'est vraiment malheureux aujourd'hui, c'est la culture pornographique qui est présente au quotidien dans notre société. La plupart des pubs sont basées quand même sur un rapport au sexe, soit de manière très charnelle, très physique, avec une femme qui est là, qui est langoureuse et qui te vend une lessive, soit ça va être de manière plus subtile, où la manière dont on va te décrire la glace, elle est purement... Enfin, la glace, elle a une forme phallique, ça te dégouline dans tous les sens, et en fait, de manière inconsciente, ça vient ça parle de sexe sans même que tu t'en rendes compte. Mais la culture pornographique est présente, et justement, je voulais en parler avec vous. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu un impact, vous, sur votre sexualité? Moi, j'ai pas énormément regardé de porno. J'aurais dû en avoir 2 ou 3 en fait dans ma vie. Ça m'a jamais trop... c'est ce que je te disais, je suis pas trop en mode image, je suis plus en termes sensation. Donc, en fait, je me rends compte que j'ai toujours préféré les films où il y a des scènes de cul un peu... où il se passe un truc, que les films porno où, je sais pas, je trouve que ça fait trop fake. Voir des corps qui s'agitent comme ça, moi, ça m'excite pas, ça me dégoûte un peu. Et du coup, j'arrive pas, ça m'excite pas. Mais voilà, c'est mon truc perso. Du coup, ça m'a pas trop influencé dans ma manière de faire l'amour, parce que je cherche pas trop forcément des images, mais plus des sensations. Mais c'est clair que tu vois vraiment la différence quand t'as un partenaire qui est addict au porno et quelqu'un qui en regarde pas. Ça, par contre, oui, tu vois vraiment une différence. À quel niveau? Justement, quelqu'un qui va être addict au porno, il va reproduire des images. Tandis que quelqu'un qui n'a pas cette culture du porno va être plus facilement dans des sensations où enfin voilà, c'est pas la même danse entre guillemets. Je pense que même au-delà de l'addiction, le fait d'avoir des références qui sont liées au porno, ou d'avoir une éducation, parce que en fait, dans le porno, on voit les corps sont de telle manière, la manière de
le rapport sexuel se finit par, ok, l'éjaculation, la fille hurle, elle réveille tout le voisinage, elle en peut plus, et en fait on a l'impression que c'est c'est très scripté, quoi. 1, 2, 3, 4, fini. Et donc même sans avoir l'addiction, moi je sais que ça a été très très influencé. C'est que récemment que je me suis rendu compte à quel point j'étais matrixée en fait, par une matrice que j'avais pas encore vue, parce que je me considère pas comme addict au porno, et que justement j'ai même de plus en avant je trouvais ça cool de dire ouais tu mates pas de porno, mais attends, parce que je suis une meuf super libérée, donc dire que je mate du porno ça fait de moi une meuf libre. T'es libre dans ta matrice quand même, qui est une industrie qui est énorme, dans laquelle les conditions de travail pour les personnes ne sont pas toujours les meilleures, surtout pour les femmes, dans laquelle la représentation de la femme n'est pas idéale non plus. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nanas qui n'aiment pas être soumises, etc., qui n'aiment pas avoir des délires SM, pas de souci, mais c'est juste que quand c'est que cette image-là qui est montrée, forcément ça a un impact sur la manière dont tu vas te percevoir, et sur la manière dont ton partenaire ou tes partenaires vont te percevoir. Donc oui, en fait, le porno, c'est un peu vicieux comme matrice, parce que j'ai l'impression que ça impacte beaucoup plus que ce qu'on le pense. Hello guys, le podcast est sponsorisé par Upgrade Agency. C'est une agence d'événementiel qui organise des événements sur mesure, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Séminaires, formations, voyages incentives, conventions, soirées de lancement, mariages, anniversaires. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site internet upgrade.paris. En fait, tout simplement, le porno, il coupe la dimension d'amour de la sexualité. Ouais, je trouve aussi. En tout cas, dans la manière dont c'est fait aujourd'hui, quoi. Tu vois, j'utilise ton corps pour me faire jouer, en fait. Et je trouve ça dommage que, du coup, ça soit devenu le truc mainstream. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres modes. Heureusement. C'est surtout qu'en vrai, le film pornographique, il est vraiment destiné quand même, quand on en regarde, à la gente masculine. Enfin, il y a quand même un parti pris des réalisateurs qui orientent toujours les choses de la même manière. Les filles sont toujours positionnées de la même manière, elles reçoivent toujours les éjaculations faciales. Et je me dis, non mais au début, on est là, on se dit, c'est comme ça qu'on doit faire l'amour. J'ai longtemps cru que ça devait être comme ça, et en fait, pas du tout. Et il ne faut pas croire que tous les hommes sont comme ça, aussi. C'est ça le truc, c'est que la difficulté... Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, peut-être dans ta génération, Clémence, tu pourras nous dire, mais comme aujourd'hui, nous, à l'époque, il y avait quand même la cassette VHS et tout ça, et c'était sur Canal, une fois par mois, tous les trucs, donc il n'y avait quand même pas... Là, il y a Internet, je veux dire, le porno, c'est genre, tu disais mainstream, donc maintenant, c'est se dire comment les hommes font l'amour, envisagent de faire l'amour à leurs copines, et comment les filles se disent qu'elles doivent faire l'amour avec leur gars. Est-ce que c'est vraiment... moi, j'ai l'impression que, quand même, et tu disais tout à l'heure, moi, j'ai rencontré un gars une fois, et en fait, je me suis dit, lui, c'est sûr, il fait que ça, regarder des films. On fait pas l'amour comme ça, quoi. Je sais pas. Et je pense qu'il y a ce sentiment de, comment dire, dans les films pornographiques, ce sentiment de domination de l'homme sur la femme. Ce sentiment de je te soumets, tu es en bas, tu me fais une fellation, et puis, voilà, comment dire, il n'y a pas ce sentiment d'échange entre deux partenaires. C'est toujours l'homme qui domine la femme, qui donne les ordres, etc., tu es une sorte d'objet pour moi dans ce genre de sexualité. Moi, comme disait Maïté, je préfère des films où il y a un peu de sensualité, où il y a des choses qui sont découvertes, des choses qui sont dites, des corps qui sont à moitié dénudés, où on peut derrière suggérer, exprimer ses fantasmes, plus que un film pornographique. Oui, bon. Et après? Donc c'est plus des films érotiques que pornographiques. Oui. Il y a même des très beaux films érotiques. Tu regardes, il y a des films érotiques des années 80. C'est vraiment, ça n'a rien à voir en fait. Tu regardes, ça n'a. Comment elle s'appelle la fille, la Brigitte Lahaie là, qui faisait une émission sur RMC, qui était vachement bien aussi. En plein après-midi, tu regardes les films érotiques de Brigitte Lahaie des années 80. Elle a fait des films érotiques? Bien sûr. C'est une actrice de porno, mais des années 80. Ça n'a rien à voir.
en fait, c'est très sensuel, c'est très joli. Ils sont dans la forêt souvent, il y a de l'eau, enfin, il y a une forme de La beauté en scénographie fait. n'est pas la même, quoi. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a quand même, bon, en effet, il y a quand même une tendance assez mainstream de la domination masculine sur une femme qui serait là, qui serait la poupée, qui est genre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes 50, what's going on? Mais il y a également des catégories, et en effet, il y a beaucoup de dominance masculine, mais il y a, en fait, si tu vas plus loin, parce que ça s'est vraiment segmenté, la pornographie, tu peux trouver des choses qui sont destinées à des pratiques. des kinks, enfin, j'arrive pas en français, mais il y a des pratiques particulières. Donc, il y a aussi des femmes qui dominent, parce que les relations SM, c'est pas forcément un homme sur une femme, il y a l'inverse aussi qui existe. Il y a aussi beaucoup moins, mais il y a aussi des pornos dans lesquels la femme est pas totalement soumise, mais c'est pas la majorité des pornos. Et ensuite, il y a des écoles, je sais pas si c'est des écoles, mais des réalisateurs et des réalisatrices qui ont décidé de proposer quelque chose de plus éthique, si je peux dire ça comme ça, notamment Erika Lust, qui est une réalisatrice porno. Bon, il y a clairement une barrière à l'entrée, hein, parce que entre le Pornhub ou le YouPorn, où c'est gratos, clairement, et un Erika Lust qui est, je pense, à 15 balles le film, mais dans laquelle il y a une volonté, une direction artistique, il y a une volonté de raconter une histoire, un fantasme dans lequel il y a une forme d'égalité, etc. Bon, j'en ai jamais vu, parce que 15 balles, je trouve que c'est bien trop cher pour moi, j'avais pas encore les moyens, mais il y a quand même des gens des femmes ou des hommes qui essayent de proposer quelque chose d'autre, mais ça coûte cher, en fait. Parce que si on paye pas, le prix qui est payé par quelqu'un d'autre, et généralement, c'est les acteurs ou les actrices qui sont dans ces films, dans des conditions pas toujours ouf. Clémence, toi, le rapport au porno ? Nous, c'est particulier parce que je trouve, en tout cas, que ça se manifeste beaucoup dans la danse. D'accord. Quand tu vas notamment à des événements, etc., la forme dont les gens dansent, pour moi, c'est hyper lié à limite un rapport sexuel devant tout le monde, en fait, au niveau des mouvements. Enfin, on a passé les derniers événements où je suis allée surtout cet été, on a passé un cap où il y a des choses, pour moi personnellement, que je pourrais pas me permettre de faire en public en tout cas, et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait plus trop de limites du coup entre le sexe et la danse. Donc après ça c'est un autre débat, mais en tout cas dans notre génération je trouve que ça se manifeste un peu plus comme ça. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit, Sandra, par rapport à la pornographie dans les années 80-70. Il y a une série sur OCS qui s'appelle The Deuces. Et en gros, c'est un peu l'histoire justement de la pornographie dans les années 70-80 avec les pimps et comment une réalisatrice essaye de révolutionner un peu le monde de la pornographie, où elle est directrice et elle veut faire des vrais storytelling, en fait. Elle veut arrêter justement de proposer un contenu qui est assez... qui est trop scénarisé, où il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus de sentiments, où il n'y a plus d'émotions. Et donc, c'est toute une histoire sur comment elle arrive à révolutionner un peu l'industrie. Donc, je vous invite à regarder si vous avez le temps. Et dans la musique en général, le rapport au sexe aujourd'hui, c'est tout. Par exemple, je prends une artiste que j'aime beaucoup, qui a une très jolie voix, mais par exemple, Ariana Grande. Après, c'est dans son image marketing, donc je pense qu'elle gardera pendant très longtemps l'image aussi d'une fille qui est très sage, parce que ça va dans l'esthétique, la culturelle, etc. Mais quand on écoute vraiment ses paroles, telles qu'elles soient, c'est toujours sexuel. C'est toujours sexuel. Donc, il n'y a plus trop de limites, il n'y a plus trop de chansons qui n'est pas forcément sexuelle ou qui n'engagent pas à avoir un rapport sexuel ou à faire quelque chose pour avoir un rapport sexuel. Toujours, la finalité, c'est le cul. Donc, moi, dans ma génération, c'est omniprésent. Personne ne l'a partout. Et puis, j'ai l'impression que c'est de plus en plus violent aussi, les paroles. Ouais. Parce que quand un mec, il dit « put your grandma on my dick », tu vois, c'est quand même, on est quand même sur un niveau de trash. Et moi, je suis la première, parce que c'est la seule partie que je connais dans la chanson. Donc en fait, on est là et on chante des paroles, mais que ce soit en anglais ou quand il y avait une chanson, je sais plus qui chante cette chanson-là, mais ça, c'est pas vraiment, est-ce que c'est lié au sexe un petit peu, la chanson pute, tu vois, ultra violent. Tu vois, et en fait, et tout le monde chante ça, tu vois, tout le monde dit ouais, moi je suis une pute. On ne se rend pas compte à quel point on n'est pas obligé forcément de sacraliser le truc, et c'est son choix en fait. Si t'as envie d'attendre le mariage pour avoir ton premier rapport sexuel, go for it, c'est très cool.
on n'est pas obligé aussi d'aller dans l'extrême où en fait le sexe il est servi au petit déjeuner, quoi, tu vois. Surtout quand on n'a pas de rapport, on n'a pas encore notre propre rapport avec nous-mêmes, parce que à la fois il y a ça, il y a à la fois un extrême tabou. On parle pas de masturbation. Encore une fois, dans les pubs on te montre que le sang des règles il est bleu. Enfin, tu vois, donc on te dit attention, tu vas tomber enceinte. Il y a le SIDA aussi, enfin les MST, on te dit attention prévention. Donc on est dans tu consommes, mais pas vraiment que tu le fasses. On t'incite à consommer, mais après quand on rentre dans le sujet. En fait, ça va ensemble à partir du moment où tu as une société, une culture qui a étouffé ce truc-là, qui l'a mis sous terre pendant des siècles et des siècles, et forcément que tu vas avoir ce mouvement inverse de souterrain, tu vois. Et ça va ensemble, en fait. C'est quand même étrange parce que c'était hyper développé quand même avant. Enfin, quand on regarde tous les documentaires qu'il peut y avoir sur la Grèce, etc. Enfin, c'était hyper développé. Enfin, c'est un peu bizarre de passer à un truc où ils avaient des rapports assez fréquents avec plusieurs personnes, avec des membres de leur famille même. Non, mais oui, c'est vrai. nous ne préconisons absolument pas bien ça. sûr, disclaimer. Civilisation. C'est clair. Mais qu'on passe Game de of ça Thrones, à un excusez-moi. truc où on ne peut même pas parler de sexe en classe. Tu vois. Le truc c'est que je pense que ça va avec la libération, elle va avec elle est négativement corrélée avec la montée par exemple d'idéologies, de certaines religions. Je pense que les religions qui sont dominantes aujourd'hui dans notre société, ce ne sont pas forcément des religions qui vont prôner à la libération sexuelle. C'est-à-dire que tu limite, il faut donner cette énergie-là à ton Dieu ou que sais-je. Donc forcément, et puis le problème aussi de ça, c'est que cette forme de liberté, si tu peux te coucher avec n'importe qui, imagine les guerres que ça crée. Oubliez pas, je crois que c'est la guerre de Troie, c'est parce que le mec il voulait une go, il a pas pu l'avoir, il a dit ok, c'est quoi, beaucoup de guerres, c'était ça. Beaucoup de guerres, c'est ça. Donc le problème, c'est que comment est-ce que tu fais pour aussi, il y a de plus en plus de gens, comment est-ce que tu fais pour les contrôler, pour pas que ça parte en live, parce que tout le monde a des pulsions. Hein. Enfin, les gars, ils ont des pulsions. On dit souvent oui, mais eux, ils pensent qu'avec leur pénis. Mais je pense que nous aussi, à certains moments de nos cycles, on pense avec nos ovaires qui se disent non mais vite, mâle, trouvez-moi un mâle, tu vois, ou une femelle. Donc comment est-ce qu'on fait pour... et je pense que ça a clairement joué, le fait qu'on est de plus en plus nombreux. On est dans une société de consommation, c'est très cliché de le dire, mais il faut vendre, et ce qui fait vendre, c'est le sexe. Il y a d'autres choses, mais il y a le sexe aussi. Le fantasme du sexe. Le fantasme du sexe. Est-ce que vous avez noté dans vos vies une évolution de votre rapport à votre propre sexualité ? Je dirais que en fait, la sexualité, elle évolue. Déjà, avec chaque partenaire que tu rencontres, tu apprends des choses. Tu transformes ta sexualité avec chaque personne que tu rencontres, chaque chose que tu découvres, et à chaque fois que tu t'adaptes à l'autre. Et petit à petit, je pense que ça t'apprend aussi qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Et je pense que tout peut te faire cheminer. Des lectures, des rencontres, des discussions. Donc je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, ouais. Entre la... Oui, alors du coup, Sandra, moi j'étais plus de la catégorie des copines et des Tayana. Heureuse... Enfin, moi, je suis heureuse d'avoir vécu ce parcours-là pour apprendre et connaître les choses que je sais maintenant. Si j'avais pas rencontré telle personne, je saurais pas beaucoup de choses. Donc, et il y a beaucoup de choses que tu apprends dans la durée, dans une relation longue, en fait. Qu'est-ce que tu as appris récemment ou des choses que tu as découvertes où tu dis, en fait, je pensais que j'aimais ça ou que j'aimais pas ça, et en fait, c'est ça qu'il me faut ? Justement, c'est ça rejoint la discussion autour de la pornographie, autour de l'image. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour créer de l'excitation, notamment les pornos, les images, etc. Et puis, il y a des choses qui sont plus du domaine de la communion. Et personnellement, moi, je trouve ça tellement plus riche d'avoir une connexion spirituelle, émotionnelle et sexuelle avec quelqu'un, parce que ça crée des moments d'extase, en fait. Et donc, voilà, ce que j'ai appris, c'est que j'ai besoin d'aimer la personne et j'ai besoin de me sentir en lien sur d'autres plans pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment épanouissant. C'est 1000 fois plus délicieux de jouir sur un je t'aime que sur un grosse pute, tu vois. Même si j'ai... C'est une saveur différente. C'est pas la même chose, et je critique pas du tout, voilà, y a pas de souci. Mais voilà, je me rends compte que ça chemine aussi par rapport à
à retrouver aussi une forme de dignité. Est-ce que, parce que là, tu as parlé tout à l'heure, tu disais que tu préfères que tu as besoin d'être amoureuse. Non, c'est ça. Tu as besoin qu'il y ait de l'amour, tu as besoin que tu es amoureuse. Est-ce que tu fais une distinction entre les deux ? L'amour, il y a plein de formes d'amour différentes. L'amitié, c'est une forme d'amour. Non, j'ai besoin d'une connexion particulière de type amoureuse. Ouais. D'accord, ok. Est-ce que vous arrivez à avoir des rapports sexuels sans qu'il y ait forcément de l'amour ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été le cas à un moment donné ? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez ? Quel est votre rapport avec ça ? De ma petite expérience, moi j'ai besoin qu'il y ait de l'amour en fait. Je suis quelqu'un de sensible et de sensuel. Et j'ai besoin vraiment qu'il y ait cette connexion, comme disait Maïté, et que les rapports sexuels dénués de toute forme les rapports sexuels dénués de toute forme d'amour, ça ne me correspond pas en fait. J'ai besoin vraiment de sentir qu'en face, ou à côté, ou dessus, enfin, ce que vous voulez, qu'il y ait quelqu'un pour qui j'ai de l'amour en fait. Donc, ce qui veut dire que quand il n'y a pas ce truc-là, abstinence, ça ne me dérange pas. Diane ? Moi, ça dépend en fait. J'ai pas une énorme expérience non plus. Du coup, alors, je sais pas si on peut comparer mais j'ai déjà fait des choses avec quelqu'un que je n'aimais pas nécessairement. Voilà. Donc ça m'a pas perturbée plus que ça, parce que c'était pas en fait je recherchais pas nécessairement d'avoir une relation avec quelqu'un que j'aimais, et du coup le résultat était pas très très probant d'ailleurs. Après réflexion, effectivement, c'était pas hyper probant. Donc peut-être que c'était un des premiers, on va dire, touche pipi que j'ai fait avec quelqu'un, et du coup T'avais quel âge ? J'avais la vingtaine. Et du coup, c'était pas... j'ai pas ressenti... j'avais de l'envie, comment on peut dire ça ? J'avais du désir, mais j'ai pas ressenti... j'ai pas eu le finish, en fait. Et en fait, peut-être qu'avec le recul, si j'avais eu des sentiments envers cette personne, ça se serait passé autrement. J'ai pas eu en fait la montée que vous avez quand éventuellement vous avez un orgasme, et qui fait que vous êtes en extase et que voilà, vous êtes bien et vous planez. Et je l'ai vraiment pas eu avec cette personne-là, et peut-être avec le recul que c'était lié au fait que je l'aimais pas. En tout cas, qu'il n'y avait pas d'émotionnel engagé dedans. Donc, effectivement, peut-être, oui, et donc avec le partenaire que j'ai actuellement, oui, je pense que c'est beaucoup plus intense parce qu'il y a de l'émotion dedans. Alors, moi, comme j'étais en mode, je vais dire catho, les gens vont peut-être mal prendre ça, mais prenez pas mal. Mais du coup, on a mis le disclaimer avant, t'inquiète. Ouais, voilà, c'était important pour moi en fait que la personne avec qui j'allais faire l'amour, il y avait donc faire l'amour, c'est pas juste faire du sexe, c'était faire l'amour, et donc du coup il y avait le mot amour. Donc je crois que je suis très attachée au fait que la personne, elle m'attire, etc., mais que je ressente quelque chose avec lui, parce que c'est pas... il y a les vibrations, il y a les énergies, il y a quelque chose qui se passe qui va au-delà même de la pénétration ou de ce que vous voulez comme acte sexuel. Il y a ce mélange chimique entre deux personnes, et du coup, mon mari, je me suis mariée qu'une fois. Mon 5e mari. Mais voilà, c'était, je pense que c'était le cas. Après, j'avais pas vraiment de comparatif, donc je sais pas trop, mais en tout cas, j'étais amoureuse de lui, et je crois que toutes les personnes avec qui j'ai fait l'amour, je vérifie, mais je crois qu'il y avait quand même. Attendez, je sors mon carnet. Non, il y en a pas. Franchement, il y en a pas beaucoup. Même si on avait beaucoup. Et même si on avait beaucoup, on s'en fout. J'aime bien le vocabulaire que tu emploies, parce que tu vois, par exemple, moi, j'utilise pas du tout faire l'amour. Je vais dire coucher avec la plupart du temps. Ce que tu dis par rapport à... Tu vois, on a dit, on t'a vanné en disant « Ouais, alors je sors mon carnet ». Je sais qu'il y a beaucoup de femmes, on ne pourra pas parler pour les hommes, mais ça serait intéressant d'avoir cette discussion avec des hommes, parce qu'on n'a qu'un point de vue de nos propres expériences, et que ce qui est
hyper cool, c'est quand on arrive à trouver des hommes qui sont en face assez libérés pour pouvoir aussi nous apprendre, parce qu'on le voit avec nos œillères et on ne sait pas comment ça fonctionne, eux, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur sexe. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont très, parfois, honteuses ou qui se sentent même coupables d'avoir eu beaucoup de partenaires. Alors, beaucoup. Enfin, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis quand tu commences à monter, en fait, il y a des nanas qui sont pas à l'aise avec cette idée-là. En tout cas, avec l'idée d'en parler. Entre filles, je pense que ça peut aller si tu es dans un bon cadre. Avec des gars, c'est comme si dès que plus t'augmentais le nombre de partenaires et moins tu avais de valeur ou de respect en face. Qu'est-ce que vous... Dans la culture africaine, qu'on soit bien clair, il y a des nanas, les gars. Bon, moi, j'ai côtoyé des gens qui étaient des grands consommateurs de femmes à un moment donné dans la vie. Et ces personnes-là m'ont beaucoup appris sexuellement, pour le coup. Parce qu'ils avaient tellement eu de femmes qu'ils savaient comment donner du plaisir à une femme. Donc, c'est aussi... Enfin, voilà, donc, c'était hyper intéressant. Mais par contre, il y avait vraiment, pour eux, il y a 2 catégories, en fait. Il y a celles avec qui ils vont pouvoir faire du sexe. Ça va être un coup d'un soir ou plusieurs coups de plusieurs soirs. Mais je veux dire, il n'y a pas du tout de... projection. Donc la projection pour eux, c'est la mère, la femme. Pour eux, c'est une autre catégorie. Et cette fille, et parfois cette fille-là dont ils parlent, ils se la passent entre potes. Donc ils ont cette catégorie-là, et après il y a la catégorie vraiment de la mère. Et la mère, en fait, elle fait pas du sexe avec tout le monde, en fait, parce que ils projettent le fait d'avoir des enfants, donc du coup leur progéniture. Donc, progéniture veut dire élever l'enfant, lui donner des bases. Et bon, les hommes, ils ont quand même une volonté aussi quand c'est un garçon, de donner un héritage pour le successeur. Voilà, dans notre culture, c'est quand même fort. Pour les filles, ça peut être aussi pareil. Enfin voilà, cet héritage et le fait que la fille puisse être bien élevée pour qu'après on puisse la marier facilement. Donc, ils projettent vraiment. Il y a 2 catégories, quoi. Donc, ce que tu soulèves là, je pense que je suis empreinte de ça, sans même y avoir vraiment réfléchi un jour, de me dire, ok, en fait, moi, je suis plutôt dans la catégorie 2, des filles qui n'ont pas eu beaucoup de rapports sexuels, qui ne vont pas s'aventurer à avoir un coup d'un soir ou truc comme ça, parce que c'est pas bien. Et surtout, derrière, après, tu as une mauvaise réputation. Je peux faire une recherche à ce sujet sur le web. Merci. Merci Google. Je pense que c'est vraiment les 2 archétypes, le Ouais. gros connard et la grosse salope. Hein, C'est ça. Qui au final se font face, se font miroir et sont les mêmes. Exactement. Parce que bon, pour un homme, on va dire que c'est un Don Juan. Enfin, en vrai, on dit Don Juan, mais on dit pas ça. On dit Mais- gros connard. ouais, alors pour nous, les filles, on va dire que c'est un gros connard. Ou que c'est un queutard. Pour les gars, c'est genre, oh, mon gars, si la famille check moi. Oh. Mais finalement, en fait, comme tu dis, Maïté, il y a les pendants de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que eux, ils vont faire des projections sur nous, sur la femme, c'est la pute sacrée et la mère sacrée. Donc, t'es la mère sacrée. Mais nous, on fait aussi des projections de ouf sur les gars. On fait aussi énormément de projections sur eux. Enfin, en fait, le combat, le game des projections, il se fait. Il n'y a pas un sexe qui est victime de, qui est moins victime de ça que l'autre. On est tous les 2 acteurs de. Ok, moi je projette sur toi mon père, mon représentant, blablabla, et toi tu fais l'inverse sur moi. En général, tu vas plus tu vas être plus attiré par... Tu peux être plus attiré par un homme qui est validé par plein de femmes qu'un homme qui n'est pas validé par plein de femmes. Comment Et tu après- sais qu'il est validé par plein de femmes? Parce que ça se Tu voit. le sens. Ça se voit. Même toi, pourquoi tu as été attirée par le gars là? Et quand tu es attiré, tu regardes, tu vois qu'en fait, il y a plein de... Et les gars le savent. Donc ça, la validation attire déjà le fait que tu veuilles être avec un gars. Ah, moi, ça me saoule, ça. Et après, il y a le truc de la reproduction, enfin, très, très basique, quoi. C'est-à-dire, avec qui tu vas faire des enfants. C'est même pas un truc auquel tu réfléchis, mais... ouais, ce truc de reproduction. Vous avez écouté la première partie du podcast sur le sexe. Une petite pause s'impose parce qu'en effet, ça fait 45 minutes qu'on parle de ça. Plus c'est bon, plus c'est long. Trêve de plaisanterie et de jeux de mots douteux, je vous propose de suivre la suite de cet épisode la semaine prochaine pour la partie 2 du podcast Les Jooms sur le sexe avec Maïté Brégé. À la semaine prochaine.